Bon, eh bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler des tumeurs mucineuses ovarines. Tout d'abord, un petit mot de clinique. Alors, c'est des tumeurs qui se déclarent principalement chez la femme âgée entre 30 et 50 ans. Elles peuvent se déclarer par des douleurs abdominales et c'est important, une masse abdominale. Pourquoi? Parce que les tumeurs mucineuses, c'est les tumeurs avec les tératomes, c'est les deux tumeurs les plus volumineuses qui soient au niveau de l'ovaire et même dans le corps humain de manière générale. Donc c'est pour ça que quand vous avez un ovaire qui fait 3-4 kg en macroscopie, il y a de grandes probabilités pour que ce soit une tumeur mucineuse. Elles sont, lorsqu'elles sont primitives de l'ovaire, et je vais insister dessus tout le cours, elles sont unilatérales. Quand c'est bilatéral, ça fait plus penser à une métastase. Et enfin, on note une association significative avec parfois les tumeurs de Brenner et les kystes dermoïdes. Les tumeurs mucineuses, elles représentent 15% de toutes les tumeurs épithéliales. On note, comme pour quasiment la majorité des tumeurs épithéliales, trois formes, les cystadénomes, les borderline, où là on a des atypies sans invasion, et enfin les carcinomes. La répartition, elle se fait comme ceci, donc dans le trois quarts du temps, ce sera des cystadénomes, 15 à 20% des tumeurs mucineuses seront borderline, et enfin, c'est très rare, les carcinomes, c'est 3 à 5% de toutes les tumeurs mucineuses. Donc comme j'ai dit, on peut retrouver une association avec les tumeurs de Brenner, où on a une architecture insulaire, avec un revêtement de type transitionnel et un important stroma fibreux. On peut aussi retrouver donc les kystes dermoïdes, comme j'ai dit. Les kystes dermoïdes, ça veut dire en fait les tératomes. Et on passe tout de suite au cystadénome mucineux. Donc le cystadénome mucineux, ici on retrouve, et ça c'est le piège, on a l'impression de voir une papille avec un axe fibrovasculaire. On a un revêtement de type mucineux unistratifié sans aucune atypie histonucléaire. Mais en tout cas moi personnellement, la première fois que j'ai vu ça, j'ai cru que c'était une tumeur mucineuse borderline. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas parce qu'il y a une papille que ça fait quelque chose de borderline. En fait, la petite astuce avec les tumeurs mucineuses borderline, vous dessinez comme ici. Donc là, on a vraiment une papille et vous allez tirer de part et d'autre de la papille, comme ceci. Et si, en tirant de part et d'autre, la papille revient toute droite, ça veut donc dire que l'on est sur une tumeur mucineuse de type cystadénome et pas du tout une borderline. On va vous montrer dans quelques instants ce que c'est qu'une tumeur mucineuse borderline et vous allez voir la différence. Là encore, on a un revêtement mucineux, unistratifié, sans atypie histonucléaire et on retrouve encore ces espèces de papilles sans forcément être des vraies papilles. Puisque dans les tumeurs mucineuses borderline, eh bien nos papilles, elles sont comme ceci. On a généralement un épithélium mucineux de type gastro-intestinal. Les atypies, elles sont souvent de bas grade et donc les papilles, elles sont fines et courtes et elles sont ramifiées les unes des autres. Et donc ici, comme je l'ai dit, on a des papilles qui sont fines, courtes et ramifiées. J'ai fait un schéma de ces dernières. Et en fait, si vous tirez de part et d'autre de l'axe de ces papilles, elles vont pas revenir à plat, elles vont casser en fait. Un point d'immunohistochimie cette fois-ci. Lorsque vous avez des tumeurs mucineuses au sein de l'ovaire, il est important tout d'abord de faire en immunohistochimie CK7 et CK20, où l'on va remarquer lorsque c'est une tumeur primitive ovarienne, et bien que le CK20 est très généralement, ça peut être positif, attention, ça ne oriente pas forcément vers une origine digestive, mais tout du moins que le CK20 est beaucoup plus faible que le CK7. Ensuite, PAX8, eh bien c'est négatif. Les récepteurs hormonaux sont également négatifs au sein de ces tumeurs. Et ça c'est important, que ce soit SADB2 et CDX2, qui peuvent aussi vous aider à vous orienter, mais attention, il faut toujours penser que SADB2 et CDX2 peuvent être positives dans une tumeur primitive ovarienne. Le petit récapitulatif, donc ce qui est le plus important à retenir, c'est bien celui-ci, c'est que sur notre immunohistochimie en tandem CK7 et CK20, le CK7 sera très généralement beaucoup plus positif que le CK20, ce qui va nous orienter vers une origine primitive ovarienne. PAX8 négatif, les récepteurs hormonaux négatifs, 7B2 et CDX2 peuvent être positifs, attention. Pour conclure, on va discuter du carcinome mucineux cette fois-ci. Alors ce qui est important, c'est de bien différencier. On a deux variants différents. On a l'expansif
et l'invasif. Donc deux modalités d'infiltration tumorale différentes avec un pronostic diamétralement opposé. Pour l'expansif, ça va plutôt ressembler à celui-ci. On a notre tumeur avec vraiment un refoulement de type pushing du stroma. Il faut que ce soit supérieur à 5 mm pour parler de carcinome. Et c'est, comme je viens de le dire, un excellent pronostic. La deuxième modalité d'invasion, c'est l'infiltratif. L'infiltratif, il se caractérise par un émiettement tumoral avec une réaction stromale de type fibrodesmoplasique. Comme pour l'expansif, il faut que la taille de l'invasion soit supérieure à 5 mm. Elle se qualifie aussi par un très mauvais pronostic avec une chimiorésistance accrue. Elle est beaucoup plus rare que l'expansif. Et chose à noter, l'infiltratif et expansif peuvent très bien coexister ensemble. Dans ce cas-là, on va surtout retenir le diagnostic de carcinome mucineux infiltratif. On retient le qualificatif le plus péjoratif. Alors maintenant, on va passer sur les lames d'HES. Donc ici, on voit tout d'abord en périphérie de la tumeur des papilles qui sont fines, courtes, qui se ramifient. Si on tire de part et d'autre de la papille, ça va casser, elles vont pas du tout se remettre à plat. Donc ça, c'est une tumeur mucineuse borderline. Et ici, on a une prolifération tumorale mucineuse, labyrinthique, glandulaire. Et on n'a absolument pas de réaction fibrodesmoplasique. On a même en fait au sein de la tumeur pas vraiment de stroma. Les atypies histonucléaires, elles sont assez modérées. Et donc ça nous fait poser le diagnostic d'expansif, de carcinome mucineux expansif. Encore ici, on a toujours cette architecture presque labyrinthique, un peu glandulaire, des atypies histonucléaires relativement modérées. Donc là, on est toujours dans l'expansif. L'infiltratif, ça ressemble à ceci. On n'a pas tant de cellules tumorales que ça, on a surtout beaucoup de stroma avec une importante réaction fibrodesmoplasique. Les atypies histonucléaires, elles sont assez marquées et donc ça nous fait poser le diagnostic d'infiltratif. Là encore, on est dans la case infiltratif. Les diagnostics différentiels, j'ai retenu surtout, c'est le carcinome endométrioïde et par-dessus tout, ce sont les métastases. Elles peuvent être principalement coliques, rectales, appendiculaires, mais ça peut aussi très bien venir de l'estomac, de l'appareil bilio-pancréatique, du col utérin, plus rarement du poumon et aussi du sein. Alors pour faire la différence entre le mucineux et l'endométrioïde, c'est relativement facile grâce à l'immunohistochimie. On peut se servir du PAC8 qui sera positif dans l'endométrioïde et négatif dans le mucineux. On peut aussi se servir des récepteurs hormonaux qui seront négatifs dans le mucineux et positifs dans l'endométrioïde. Et enfin, donc là c'est la partie la plus importante du cours, pour éviter les pièges métastatiques. Tout d'abord, c'est un travail en binôme avec le clinicien, on ne peut pas faire tout seul dans notre coin. Et là je vais vous donner les critères qui vont nous aider, qui vont plutôt nous orienter vers une origine primitive tumorale. Tout d'abord, c'est le caractère unilatéral de la lésion. C'est aussi la grande taille. Une métastase, généralement, elle sera plus petite qu'une tumeur mucineuse primitive ovarienne. C'est aussi le fait qu'il n'y ait pas de lésion en surface de l'ovaire, puisque c'est logique, ça vient plus de l'intérieur de l'ovaire, tandis qu'une métastase, elle va plutôt se greffer tout d'abord en surface de l'ovaire. Et enfin, c'est aussi l'association avec des territoires plus bénins, comme un cystadénome mucineux, ou comme on l'a vu tout à l'heure sur expansif, entre un carcinome mucineux expansif et une tumeur mucineuse borderline. En faveur de la métastase, c'est tout d'abord le contexte, les antécédents, si la tumeur elle est plutôt bilatérale, si on a aussi une notion de carcinose, si la lésion elle est plutôt de petite taille, et s'il y a l'absence de lésions bénignes au sein de la pièce. Attention aux immunohistochimies, elles ne permettent pas d'éliminer formellement certaines étiologies. Et puis on a vu que le SADB2, le CDX2 pouvaient être positifs dans les tumeurs mucineuses primitives ovariennes. On fait aussi attention aux localisations d'origine appendiculaire qui peuvent tout à fait mimer un cystadénome mucineux et encore plus un borderline mucineux. Donc là, il faut faire extrêmement attention. Je vais vous donner quelques pistes pour vous aider. Tout d'abord, c'est de savoir quel ovaire est atteint. Si on est plutôt à droite, ça va nous aider à nous dire que c'est peut-être plus probable que ce soit l'appendice. Ensuite, ce qui est important, c'est les décollements épithéliaux.
On voit donc que notre épithélium s'est détaché de son stroma. Ça nous oriente aussi plus vers une origine appendiculaire. Donc là, on dirait que c'est un cystadénome mucineux, mais pas du tout. Et la deuxième qui va nous aider, c'est la mucine. On va avoir la présence de flaques de mucine, littéralement, au sein du stroma. Là, pareil, c'est pas du tout normal. Et ça doit nous orienter, nous faire penser tout du moins à une origine appendiculaire et à en discuter dans le compte rendu. Et donc là, si on fait les marqueurs immunohistochimiques sur cette métastase appendiculaire, bien PAC8 sera négatif, tout comme les tumeurs primitives. Le 7B2, là, est bien positif. Et pour terminer sur les carcinomes mucineux, la biologie moléculaire, c'est principalement une perte de CDKN2A qui sera retrouvée. On peut aussi très bien retrouver des mutations de KRAS et dans de rares cas, une P53 mutée. Pour conclure, donc le cystadénome est largement dans les tumeurs mucineuses représentées. Plus de 75% du temps, ce sera un cystadénome mucineux. On fait bien la part des choses. En fait, on n'a pas le droit sur un compte-rendu de juste dire carcinome mucineux. Il faut préciser si c'est expansif ou si c'est infiltratif. Ça va totalement changer le pronostic puisque l'expansif est de bon pronostic tandis que l'infiltratif est de mauvais pronostic. Et ça va également conditionner l'administration ou non de chimiothérapie puisque si vous dites carcinome mucineux expansif, il n'y aura pas forcément de chimiothérapie tandis que si vous dites carcinome mucineux infiltratif, là il y aura chimiothérapie. On fait aussi extrêmement attention au piège des métastases, et pas forcément que pour les carcinomes mucineux, vous avez bien vu, avec un cystadénome, on aurait presque juré que c'était un cystadénome mucineux, et pourtant c'était bien une métastase appendiculaire. Voici la bibliographie, et merci à tous, et bonne journée.